Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de témoignage, une vidéo partage d'expérience. C'est une catégorie de vidéos que j'ai sur cette chaîne dans lesquelles j'invite des personnes à venir nous raconter une expérience de vie, quelque chose qu'ils ont vécu et qui pourrait nous être tous utile pour apprendre, parce que je pense sincèrement qu'on apprend de tout le monde, qu'on a tous quelque chose à apprendre à quelqu'un, on a tous quelque chose à offrir, et ne serait-ce que le fait d'être juste des êtres humains et d'avoir des émotions communes et le fait de pouvoir partager et savoir un peu, agrandir son ouverture d'esprit et connaître de nouvelles choses, de nouvelles personnes et de nouvelles expériences. Et donc aujourd'hui sur la chaîne, je reçois Noc, que j'ai rencontré il y a maintenant plusieurs mois. J'ai un peu procrastiné pour monter cette vidéo, c'est pour ça que ça arrive seulement maintenant, mais je l'ai rencontrée il y a plusieurs mois et elle nous a parlé d'une maladie qu'elle a vécue, qui est une maladie rare, qui s'appelle, je l'ai marqué là, c'est pour ça que je regarde ici, l'achalasie de l'œsophage, et c'était absolument passionnant. Donc voilà, j'espère que vous allez prendre le temps d'écouter cette vidéo parce qu'elle nous parle du rapport au médecin, du fait d'avoir des diagnostics peut-être un peu mauvais au départ, et c'est intéressant même socialement, même si vous n'êtes pas du tout concerné par cette maladie. Voilà, le fait de savoir que ce type de choses peut se produire, voilà, c'était super. Donc merci Noc, je sais que tu regarderas cette vidéo, donc merci beaucoup. Je me sens toujours très privilégiée lorsque je reçois des personnes sur la chaîne comme ça et qui me racontent leur histoire et leur expérience. Donc merci beaucoup pour ton partage. Et puis moi je vous laisse avec la vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Avant de commencer, du coup, ça serait sympa que tu te présentes, que tu nous dises qui tu es, enfin ce que tu as envie de nous dire en fait. Donc je m'appelle Noc, j'habite à Paris, j'ai 30 ans et je suis responsable sourcing dans une boîte pétrolière. Alors j'ai eu une achalasie de l'œsophage. D'accord. En fait, pour t'expliquer, donc on a donc l'œsophage et l'estomac, et entre les deux, tu as un sphincter. Ouais. Donc c'est un muscle en fait qui se contracte et qui se décontracte en permanence. On le sent pas, mais il le fait pour faire passer la nourriture, l'eau, enfin tout ce que tu manges. Et la salive aussi? C'est le Ouais. Ok. Et puis il y a 3 ans, enfin, le mien a décidé de se refermer complètement, enfin d'être contracté tout le temps. Et en fait, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. Pendant 1 an, ouais, pendant toute une année, quand je mangeais, tu sais, c'était genre, je me disais, mais il y avait un truc, ça passait pas bien, mais je savais pas ce que c'était. Du coup, je m'étais dit. Est-ce que ça faisait le même effet que le stress, tu sais, quand t'as la gorge nouée? Ouais. J'avais l'impression que oui. Enfin, au début, tu sais, tu connais pas. Je savais même pas que j'avais un sphincter en fait. Ouais. Donc, et ouais, j'avais l'impression que la nourriture passait pas. En fait, quand je le décrivais à mon ex de l'époque, parce que je vivais avec lui, c'était. Ouais, j'ai l'impression d'avaler de l'air pendant que je mange, tu sais. Et donc là, ce que j'avais trouvé, c'était que ouais, je mange un peu, je bois un grand verre d'eau, ça passe bien, je peux continuer de manger en fait. Et donc ça a duré comme ça pendant toute une année où c'était pas handicapant pour moi. J'étais allée voir le médecin généraliste qui m'avait demandé si tu avais vu un médecin quand même. Ouais, j'avais vu un médecin qui m'avait dit ah ben non, c'est des brûlures d'estomac. Il pensait que c'était des régurgitations, tu sais, des brûlures d'estomac. Du coup, c'est pour ça que je sentais une gêne ici. Mais pour lui, c'était pas grave. Et comme moi, voilà, comme moi, ça m'handicapait pas vraiment dans la vie. Je m'étais pas plus inquiétée que ça. Et donc, un jour, c'était au mois de décembre, là, pendant un repas à l'extérieur en plus. Donc là, j'ai commencé à manger et puis là, je sentais que ça bloquait. Alors moi, le truc que je faisais depuis 1 an, c'est que j'essaie de boire énormément d'eau pour que ça passe. Ouais. Sauf que là, ça passe pas. Et là, je sens le truc, mon bol alimentaire qui commence à remonter. Et là, je dis à tout le monde, excusez-moi. Et en fait, parce que je commençais à vomir pour moi, tu vois. Alors là, je commence à courir dans les toilettes. Et là, il y a tout ce que je viens de manger qui ressort comme ça dans le lavabo. Alors que tu l'avais avalé? Alors que pour moi, je l'avais... Oui, c'est la sensation je l'avais avalé. Mais en fait, c'était pas encore réveillé à ton estomac, en fait. Ouais, en fait, il était... maintenant, je le sais, en fait, tout était resté dans l'œsophage. Et donc là, je vois toute la nourriture que je viens de manger qui était dans le lavabo et... tu sais, enfin, de la nourriture que t'as mâchée, mais... Oui, c'est pas digéré, quoi. Voilà, ça ressemble à ce que tu viens de manger, en fait. Et du coup, là, je me rappelle, je me vois encore dans les toilettes de ce resto. Et j'étais complètement perdue. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. J'étais juste perdue.
Ouais. En Ouais, fait, mais j'imagine, ouais, t'étais tranquille en train de manger, ça passe pas. ouais, j'étais là, mais parce que tu sais, je savais pas que l'œsophage était relié à l'estomac, qui était relié à un sphincter. Et donc c'est là que j'ai commencé à aller voir les médecins. Et Ouais. c'est là que c'est super intéressant. C'est là que c'est drôle. Donc, Enfin, drôle, je sais pas, ça a dû être si pour toi sur le maintenant, moment, mais... ouais, sur le moment, en fait, je suis allée voir le premier. En plus, je suis pas originaire de Paris. Le médecin que je suis, enfin, qui me suit depuis que je suis toute petite et pas à Paris. Et, et donc voilà, je vois un médecin généraliste qu'une copine, une collègue me conseille. Et donc là, donc c'était le même que j'étais allée voir, qui m'avait dit que c'était des brûlures d'estomac. Donc lui, pareil, il me dit, ah mais je pense que c'est des brûlures d'estomac. Donc lui, il reste vraiment sur ça. Ouais. Et donc il me donne des cachets. Ce qui est bizarre parce que c'est pas du tout les symptômes que tu... Enfin, je sais pas, peut-être que Ouais. je suis pas Parce médecin, que mais pour moi, moi, les je lui ai- brûlures d'estomac, c'est des Ouais. symptômes particuliers, quand même. Mais oui, mais enfin, moi, je m'y connaissais pas du tout. Ouais, Et bien sûr, c'est ouais. vrai que J'aurais le fait comme toi, hein. diagnostic qu'il me fait, c'est ça. Et moi, enfin, je le crois, Oui, bien sûr. tu vois. Et donc je prends les cachets, il me donne des choses plus fortes et tout, donc je les Que prends. tu peux pas avaler. Mais le truc, c'est que ça fonctionnait pas parce que en fait, ça m'arrivait pas à tous les repas. Ouais. Tu vois, au début, à partir de ce mois de décembre, le premier blocage que j'ai eu, ça. Après, de temps en temps, donc j'avais, je sais pas, je dirais peut-être 2 repas sur 5 au début où ça bloquait complètement et je pouvais pas manger. Mais les autres repas, c'était comme avant, en fait, où ça bloquait un peu, mais avec de l'eau, ça passait. Ouais, ok. Tu vois, ça s'est vraiment fait graduellement. Est-ce que c'était douloureux ou pas du tout? C'était Non, juste gênant? c'était. Tu le sentais ou... Je le Tu sentais, sentais que ouais. c'était pas dans l'estomac? Ben, je sentais que ça bloquait. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que En plus, du coup, la sensation de faim doit pas partir. Enfin, quand tu manges, si ça remplit pas l'estomac, la sensation de faim part pas. c'est étrange parce que j'avais plus cette sensation de faim, en fait. Ouais, on a vu tes hormones, genre leptine, ghréline et tout, t'étais complètement déréglée par cette histoire. Hein. Ok, bon. Et donc, lui, il me dit ça marche pas. Et parce que je continuais d'avoir tu vois, les moments. Et puis en plus, c'était de plus en plus fréquent de ne pas pouvoir manger. Donc, il me dit d'aller voir un ORL parce que je lui disais toujours, mais c'est bizarre, quand j'avale, la nourriture, elle passe pas. Et je lui disais vraiment quand j'avale. Et donc, il va voir l'ORL où elle regarde, il me dit, ben non, mais il n'y a rien. Attends, l'ORL, c'est pas pour... C'est les oreilles, le nez et la gorge. Ah oui, d'accord. Et l'ORL, il me dit, mais non, mais il n'y a rien. Tout va bien. Il me dit, tout va bien, c'est le stress. Donc là, c'est la première fois que j'entends le stress. Et puis dans ma tête, je m'étais dit, forcément, je suis stressée, j'arrive pas à manger. Enfin, Oui. et donc là, il me donne des calmants. Attends, mais du coup, ça a duré combien de temps, ça? Le moment où t'arrivais pas à manger, à te nourrir autant que tu voudrais, et correctement? Toute cette période-là où tu vois l'ORL, tu vois les médecins, ça s'est mis sur combien de temps? En fait, c'est de décembre à fin mai, début juin. Parce Oui, donc, on m'a diagnostiqué à ce moment-là, je crois que c'était début juin. ouais, donc en fait, tu devais en plus ressentir des effets physiques, parce que si tu te nourris pas autant que d'habitude, tu devais être fatigué, tu devais peut-être, je sais pas, avoir perdu du poids ou faire des carences ou... Ouais. Non, je sais pas. Mais déjà, la première année, j'avais perdu quand même du poids. Enfin, mais Oui, ça parce s'est que fait tu te vraiment. nourrissais pas autant que d'habitude, quoi. Ça se faisait, mais j'ai pas perdu tout mon poids d'un coup, tu vois. Et j'arrête pas de dire tu vois. Moi aussi. Il y a quelqu'un qui m'a dit dans mon entourage, Esther, tu es tout le temps, tu vois. Et je sais pas, alors, qui est le coupable sur YouTube? Qui sur YouTube dit tu vois dans toutes ces vidéos, qu'on regarde tous, qui fait qu'on a tous chopé ce tic de langage? Je ne sais pas. Mais si vous avez la réponse, dites-nous. Ouais. Et donc oui, j'ai perdu mon poids enfin, je sais pas régulièrement, mais graduellement. Ouais. Et donc à partir de décembre à mai, donc c'est là où j'ai perdu quand même pas mal de kilos. Et ouais, enfin, mon entourage voyait que je perdais du poids, mais parce que en tout et pour tout, j'ai perdu ouais, entre 12 et 15 kilos sur toute cette période. C'est quand même pas mal. Ouais, mais j'étais très mince. Parce que même maintenant, quand je revois les photos, j'ai l'impression que c'est pas moi.
Enfin, j'avais mon visage, mon corps, enfin, j'avais pas. J'étais très mince, mais j'avais pas l'air malade, en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Et j'avais perdu tous mes cheveux. Enfin, j'avais pas perdu tous mes cheveux, mais j'ai énormément de cheveux. Et enfin, même mes sœurs, parce qu'elles le voyaient, enfin, que j'avais plus que, je sais pas, un tiers de ma masse de cheveux. Ouais. Et, mais j'avais pas l'air fatiguée. Et toi, mentalement, tu te sentais comment à ce moment-là? Enfin, tu t'étais inquiète? Que tu voyais bien que tu mangeais moins, que ça devait devenir en plus une peur, les repas, non? Ouais. En fait, je me suis coupée de tout à ce moment-là. Parce que quand je faisais des repas avec des groupes, tu sais, où forcément il y a des gens que tu connais pas dans tout le groupe, les gens, et moi, comme j'avais peur de manger en public, je disais tout le temps, ah, mais j'ai pas faim, du coup je mangeais 2 bouchées, parce que je savais que 2 bouchées, ça passait. Et je mangeais pas, et je buvais pas, je disais j'avais pas faim, j'ai pas soif. Enfin, le classique, tu vois. Et puis, il m'est arrivé, enfin, plusieurs fois où les gens allaient voir l'amie que j'accompagnais, dire mais Noc, elle est anorexique, ou elle mange pas, elle mange rien, son assiette, il n'y a rien et tout. Et enfin, moi-même, je savais pas ce que j'avais. Et donc voilà, je continue de voir les médecins, l'ORL, le gastro-entérologue qui m'a dit d'aller voir un psychiatre. Et le premier diagnostic qui est sorti, en fait, c'est vous êtes anorexique mentale. Et c'est super dur parce que à ce moment-là, tu te dis, mais je vous promets que je suis pas anorexique. Enfin, je veux manger, je veux manger. J'ai vraiment envie de C'est manger. mécanique, quoi. C'est pas mental. Ouais. C'est mécanique, je n'arrive pas à manger. Et donc là, j'étais revoir mon médecin généraliste après le psychiatre qui me dit ok, donc là, je vous conseille d'aller voir un gastro que je connais bien. Et donc là, pareil, j'y vais, je lui explique mes symptômes. Et là, il me dit, mais en gros, mademoiselle, les symptômes que vous décrivez ne correspondent à aucune maladie. Et en gros, j'avais l'impression qu'il me traitait de menteuse. Tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à pleurer. Mais j'en pouvais plus, en fait. De nerfs, j'ai commencé à pleurer. Et j'arrivais plus à m'arrêter. Tu devais avoir trop peur de devoir en plus maigrir, de te sentir fatiguée. Et surtout que j'en avais marre. Ouais. J'étais épuisée. Physiquement, mentalement. Ça, c'est un truc qui arrive souvent, enfin, qu'on entend souvent de la part de personnes qui ont des maladies qui sont rares ou invisibles, ou ce genre de choses, ou que les médecins les font se sentir comme si c'était des personnes qui mentaient, en fait. C'est incroyable d'avoir ça. Je sais pas s'il y a réellement des patients qui mentent et qui font que les médecins réagissent comme ça, mais c'est vrai que, enfin, dans ton histoire, je trouve ça vachement frustrant parce que l'anorexie, pour le coup, c'est vraiment une maladie. En plus, c'est une maladie sérieuse et mentale et qui mérite d'être suivie. Enfin, c'est un suivi très spécifique, c'est très lourd comme maladie. Ça n'a rien à voir avec ce que tu décris en termes mécaniques. Donc, je suis assez étonnée qu'on t'ait diagnostiqué ça en premier, puis qu'après, on t'écoute pas, quoi. Je sais pas. Et du coup, comment on a fait pour finir par te diagnostiquer correctement? Alors, il y a eu une endoscopie. Ouais. Parce qu'en fait, le problème, c'est que la première endoscopie, elle n'a pas vu. Parce que, donc, endoscopie, c'est quoi exactement? C'est une caméra qu'on te met à l'intérieur. D'accord. Pour voir. Et donc, la première, ils n'ont pas vu parce que forcément, le sphincter, tu sais, comme il est. Enfin, j'ai eu de la chance que pour la deuxième, en fait, le sphincter était contracté et qu'il ne voulait pas se décontracter. Donc, c'est là qu'il m'avait dit qu'il a dû. Après, c'est des termes techniques, j'imagine, mais de dépasser le sphincter par rebond. D'accord. Du coup, ils ont dû mettre de l'air pour qu'à un moment, mon sphincter a voulu se débloquer. Ouais. Et donc, après, ça, j'ai fait des examens comme une manométrie, où là, on te met un long tuyau par le nez. En plus, tous ces examens doivent être super agréables. Ah, c'était horrible. Et pour mesurer, tu sais, la contraction du truc. Et aussi, après, donc, les examens, un autre examen où c'était un peu bizarre, on te fait boire un liquide très épais, très sucré, et on te fait une radio. Et donc, ils m'ont dit de boire le liquide, j'ai fait une radio, et donc, ils ont vu que le liquide passait pas entre l'œsophage et l'estomac.
Et on a attendu 30 minutes, 45 minutes pour refaire les radios à chaque fois. Et là, ils ont bien vu que ça restait là, en fait, que ça descendait pas. Et donc, à partir de là, j'ai pu rencontrer un médecin qui avait déjà connu cette maladie, donc à Paris. Et donc, il m'a opéré et il a sectionné le muscle. D'accord, donc comment on fait on empêche du coup le muscle d'être contracté. Voilà. Et c'est pas... Enfin, il a un rôle ce muscle, s'il se contracte, c'est qu'il sert à quelque chose? Oui, en fait, ça évite que quand tu as des reflux ou tu sais que ça travaille dans ton estomac, que des choses remontent. Mais le mien, maintenant, il est amorphe en quelque sorte. C'est que il est fermé, mais il est sectionné. D'accord. Et donc, il m'a dit qu'avec cette maladie-là, avec cette opération-là, tu avais de la chance que tu auras forcément plus de chances d'avoir des reflux gastriques ou des choses comme ça. Mais bon, c'est moins handicapant que t'aies pas un sphincter qui te sert de blocage pour les reflux qu'il t'empêche de manger, quoi. Ok, donc en fait, t'as eu de la chance que le jour des examens, le muscle était contracté, parce que du coup, les premiers examens que t'avais fait quelques mois plus tôt, en fait, t'étais juste un moment de ta journée où c'était pas contracté, c'est ça? Et est-ce que ça s'empirait pour toi? Genre, c'était de pire en pire, tu pouvais de moins en moins manger? Ouais, donc c'est peut-être aussi pour ça que statistiquement, ils ont plus de chances de le trouver fermé, quoi. Ok. Et mentalement, pendant toute cette période-là, comment ça s'est passé pour toi? En fait, c'est difficile parce que je vis pas avec ma famille. Je suis seule, en fait, à Paris. Et donc, je suis pas originaire d'ici, donc je connaissais pas bien à l'époque. Ça faisait ville et tout. Ça faisait 2 ans que j'étais là. Et puis en plus, j'étais arrivée, donc le cercle d'amis, c'était pas le mien, donc tu vois. Ouais. Et puis, j'avais pas... Oui, comme là, ça se voit pas, j'avais pas... Tu vas se sentir sacrément seule, quoi. Oui. Face à ton problème, quoi. Mais vraiment, en fait, je pense que c'est pour ça que je suis ici aussi aujourd'hui, c'est que je me dis, s'il y a quelqu'un qui tape acalasie de l'œsophage et qui voit un témoignage, au moins il pourra se dire, ok, donc... ça existe vraiment, je suis pas tout seul. Oui, c'est pas moi qui hallucine, quoi. Je ne peux pas avaler. Je suis pas folle. Ou je suis pas fou, je sais pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi cette partie où pendant toute la période où toi tu te sens pas bien et les gens ils font comme si ils comprennent pas, mais tu peux pas leur en vouloir parce que je pense que tant que tu comprends pas en plus en ce qui t'arrive. C'est ça. Est-ce que t'as des problématiques aujourd'hui liées à cette maladie, genre maintenant que t'as eu l'opération, est-ce qu'aujourd'hui tu as des séquelles? Est-ce que tu as des médicaments que tu dois prendre? Est-ce que t'as à vie? Ou est-ce que t'as des séquelles d'un point de vue physique, genre quand tu manges ou quoi est-ce qu'il y a une différence entre avant et maintenant? Mais maintenant, après le avant, tu sais, je m'en rappelle plus trop. Ouais. Mais maintenant, quand je mange, je sens la nourriture passer. Donc, quand je mange, il faut toujours que j'ai de l'eau avec moi. J'adorais le coca et maintenant, quand je bois, du coup, je peux plus boire du coca en mangeant à cause des bulles. Parce que sinon, je sens ce blocage en fait. Donc, en fait, toujours avoir une bouteille d'eau avec soi pour faire passer la nourriture par pression. Et j'ai aussi des spasmes en fait. Et donc, en fait, après l'opération, j'ai pris des cachets pendant 1 an. Contre justement tous ces reflux là pour éviter que j'ai des brûlures d'estomac ou quoi. Les fameuses. Ça me fait rire parce que maintenant, si t'en as, tu dois dire ouais, c'est pas du tout ça. ouais, mais en plus j'en ai eu, mais je fais oui, mais c'est pas du tout la même sensation en fait. Oui, ça c'est vraiment une brûlure. J'en ai eu aussi, c'est vraiment une sensation de brûlure en haut de l'estomac, quoi. Ça n'a rien à voir avec. Et puis souvent, je sais pas, maintenant quand j'ai des brûlures d'estomac ou je prends un Gaviscon ou n'importe quoi, tu vois, ça me calme quand même un peu. Vraiment, ça a calmé rien du tout. Ça n'allait pas. Ok. Et donc maintenant, oui, de temps en temps, j'ai genre des douleurs au niveau du thorax. Parce que, je sais pas, le médecin m'avait... Parce que je l'ai revu il y a pas longtemps, parce que je dois le revoir tous les ans, tous les 2 ans après. Et donc, que les spasmes pouvaient provoquer cette douleur-là.
Mais, D'accord. mais après, voilà, comme c'est une maladie qui est quand même relativement rare, donc il n'y a pas trop de recherche dessus. Ouais, Et puis pas donc de là, recul, quoi. Ils savent ouais. pas trop. Et là, il me dit, bah, si c'est ça, parce qu'on doit faire des examens complémentaires, je vais vous donner des cachets, mais c'est pas sûr que ça fonctionne, parce que ça fonctionne pas sur tout le monde. Donc, bon, on verra. D'accord. Mais En tout cas, sinon, t'as pas de niveau... traitement non, non, à non. vie. Après, maintenant, vraiment, je mange normalement, enfin, ça se voit pas, et puis même moi, Ouais. ça m'handicape pas. Enfin, Ça fait combien de temps l'opération là pour toi? ça fait 3 ans. D'accord. Ouais, donc on peut dire que t'as retrouvé, enfin que c'est installé maintenant, que t'as Ouais, retrouvé, enfin ton corps a pris sa place, ouais. etc. D'accord. Après, j'ai toujours du mal avec de la nourriture. Certains trucs ou en particulier ou c'est toute la Non, nourriture? pas du mal à manger certains trucs, mais du mal à me réguler. Hmm. Tu vois. C'est, j'ai tendance à manger jusqu'à n'en plus pouvoir, Par peur de pas pouvoir manger plus tard ou... peut-être inconsciemment. Ouais. Ok. Mais ouais, mais je Et c'est trouve qu'il y complexe hein, a, en plus. ouais, mais je trouve qu'il y a un manque de suivi en fait. Ouais. C'est, Ça tombe bien, c'était ma prochaine question. J'allais te dire si tu voulais t'adresser aux médecins, qu'est-ce que t'aurais aimé leur dire et genre ton expérience avec le parcours médical en fait. j'ai écrit au gastro-entérologue après l'opération. Je sais que j'avais pleuré et tout. Et, euh, et donc il s'était excusé. Hmm. Mais Oui, puis en plus, comme tu es d'une nature plus réservée, enfin, genre, il y a des personnes qui sont extrêmement extraverties qui vont crier, qui vont dire non, c'est pas ça. Mais comme toi, tu es plus introverti, peut-être que tu as juste besoin, genre quand quelqu'un te dit non, c'est pas ça, tu as peut-être besoin juste de réfléchir plus tard et te dire plus tard chez toi, non, mais si, en fait, je sais que c'est ça, mais comme tu t'as pas pu le dire sur le moment, bon, la personne ne prend pas au sérieux. Quoi. mais surtout que, enfin, pour moi, à l'époque, les médecins, c'était ceux qui savaient. Ouais, Donc, quand ils me disaient quelque chose, et moi, je voulais juste savoir ce que j'avais, prendre des médicaments et aller mieux. Enfin, dans ma tête, c'était ça, en fait. ouais, Ils me trouvent ce que j'ai, je prends des médicaments, j'irai mieux. Et comme ça n'a pas marché, c'était difficile de remettre en question ouais, ça aussi. ouais. Remettre en question le fait que, oui, que c'est des humains et qui peuvent se tromper. Parce que pour moi, c'était des personnes, en gros, c'était presque Dieu, tu vois. C'était pas possible, ils pouvaient pas se tromper. Ça, c'est un truc qui est vraiment problématique, je trouve, dans enfin, c'est social, en fait, dans la façon dont on fonctionne, c'est qu'on oublie que les médecins sont humains et qu'ils n'ont pas toute l'expérience de tout. Et c'est peut-être aussi un peu de leur faute, enfin je dis pas que c'est juste eux, je pense que c'est global, hein. Parce que nous on a beaucoup d'attentes en fait, on arrive vers les médecins avec énormément d'attentes, du coup c'est difficile pour un médecin de dire bah écoutez là je ne sais pas, faut que je fasse des recherches ou je vais en parler à d'autres collègues. C'est risqué en fait pour un médecin de dire à quelqu'un, à un patient qui a beaucoup d'attentes, ben en fait je ne sais pas, parce que voilà, il pourrait passer pour quelqu'un d'incompétent, et alors qu'il l'est pas. Mais c'est juste que c'est normal de pas avoir tout vu, tout connaître, etc. Surtout que là, c'est un cas quand même assez rare, c'est une maladie assez rare. Mais c'est vrai que j'ai ressenti ça sur plein de choses dans ma vie, plein de petits problèmes physiques, quoi, ou et avec des personnes que j'ai pu rencontrer, parce qu'il y a pas mal de gens en fait qui ont des maladies rares ou ce genre de trucs, et je trouve que ça manque de transparence. Je sais pas si tu seras d'accord avec moi, mais je trouve que ça manque de transparence de la part du corps médical de dire bah écoutez, en fait, le corps humain, on n'a pas forcément tout compris et il y a des choses où je vais faire mon possible, je vais invoquer toutes mes compétences, les compétences de mes pairs et faire de mon mieux, mais il est possible qu'on ne sache pas ce que vous avez en fait. Mm. Je sais pas si t'as Si. Parce que mais ça, je l'ai vu, mais plus avec le recul. Ouais. C'est que j'aurais préféré qu'à ce moment-là, qu'on me dise franchement, on ne sait pas ce que vous avez, mais on va chercher. Ouais. Et au lieu de me dire tout de suite, tu sais, la solution après la consultation. Ouais. Alors que. Stress. Yay. Non, mais j'ai l'impression que le stress est la réponse à tout aujourd'hui. Ouais, après, c'est vrai que le stress est vecteur de beaucoup de choses, mais bon, là, tu viens quand même avec une description d'un symptôme qui est mécanique. Enfin, ta description, elle est mécanique, quoi. Donc c'est un peu... Et ouais, que c'est pas grave, en fait, s'ils savent pas au bout de 10 minutes de discussion ce que j'ai, ou ce que des personnes ont. Ouais.
Mais je pense, ouais, il faudrait que nous aussi, en tant que patients, on soit plus au courant que ça et qu'on ait moins aussi une attente auprès du corps médical, et puis que le corps médical ait moins peur aussi de dire tout simplement que la médecine a ses limites et que eux ils ont leurs limites en tant qu'être humain, et voilà quoi. J'ai l'impression que après les médecins ils font vraiment ce qu'ils peuvent aussi, tu vois, avec la, la quantité de personnes dans les salles d'attente où tu passes comme des numéros. Enfin, après, j'ai eu de la chance parce que je trouvais que le médecin qui m'a opéré, il m'a vraiment écouté. C'était pas. J'avais vraiment l'impression qu'il prenait son temps et tout, et que peut-être aussi ça, tu vois, que. On t'explique mieux. Il y a Ouais, plus de communication, quoi. Oui, vraiment. Qu'on t'explique, qu'ils prennent le temps aussi d'essayer de comprendre. Parce que j'ai aussi vu des médecins qui. Parce que honnêtement, quand tu décris les symptômes enfin, tu décris ce que tu vis, mais toi-même, tu sais pas vraiment ce que tu vis. Il y a des médecins qui essayent pas de comprendre, qui cherchent pas, qui essayent pas de creuser pour aller plus loin. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui peuvent être atteintes de cette maladie, ou qui soupçonnent, ou qui auraient des symptômes similaires? Est-ce que tu aurais des conseils à leur donner, des choses que tu aurais envie de leur dire, que tu aurais aimé savoir peut-être sur ton parcours, ou qui t'aurait aidé? alors surtout au niveau, c'est surtout avoir confiance en soi, vraiment, de pas lâcher en fait, que de pas écouter vraiment ce que disent les médecins, parce que Ils peuvent se tromper, c'est des humains. oui, oui. Et donc si vous êtes sûr d'une chose, essayez d'aller jusqu'au bout du truc, même si ça sera long, ça sera difficile, et puis forcément il y aura des gens qui ne vous croient pas. Mais, et essayez d'en parler surtout. Parce que je me rappelle que moi j'en parlais que à mon copain. Et moi je voulais pas en parler à ma famille parce qu'ils étaient loin, et je me suis dit mais Pas d'aller s'inquiéter. Voilà, c'est ça. Et mais je pense qu'il faut, tu sais, avoir même si c'est du soutien, et puis même l'expliquer en fait, je sais pas, pendant les repas, dire ben non là je peux pas manger parce que j'ai un souci, même je sais pas, il y a des moments où j'avais envie de mentir en fait, leur dire mais non mais j'ai un petit problème au ventre, je peux pas manger, pour qu'ils arrêtent de me poser des questions en fait. Ouais, qu'il y ait plus de communication et que je sais pas. Ouais, mais je pense que faire ce genre de vidéo, ne serait-ce que ça, c'est déjà avancé, le fait de parler de ce type d'expérience, ce type de maladie, parce que déjà, avec ton expérience, tu vas certainement aider des personnes qui feraient des recherches sur la maladie que tu as, ou qui soupçonnent d'avoir un problème gastrique, digestif, en rapport avec l'œsophage, etc. Mais en plus de ça, tu partages aussi finalement une solitude dans le désert médical que connaissent beaucoup de personnes qui connaissent une maladie rare, ou qui ont peut-être même aujourd'hui pas encore de diagnostic. Donc je trouve que c'est hyper important d'en parler, de se dire voilà, si vous pensez que vous avez des symptômes, que vous les avez définis, ou même pas encore définis, mais que vous savez que c'est pas vous qui fabulez et que vous avez vraiment un truc, persévérez, allez voir d'autres médecins, et peut-être que vous allez finir par tomber sur un médecin qui a déjà vu quelque chose de similaire et qui pourra vous aider à ce moment-là. Donc la batterie clignote, donc on va s'arrêter. De toute façon, on a fait un peu le tour. Tu vois d'autres choses à dire? Non. J'ai l'impression qu'on a pas mal couvert le truc. Écoutez, on va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci d'être venu dans ma vidéo. J'ose pas prononcer ton nom, j'ai peur de mal le dire. Mais non, c'est Noc. Noc. Je vous l'écrirai comme ça, si vous voulez lui parler, vous pourrez l'écrire correctement. Je pense qu'elle appréciera, parce qu'à mon avis, le nombre de fois on a du mal d'écrire ton nom. Ah oui, non, mais c'est... Tu le comptes plus? Non. Donc écoutez, merci. Si vous avez des questions à nous poser, on verra si on peut y répondre, mais n'hésitez pas à le faire. Et puis si vous-même vous êtes médecin ou spécialiste du domaine ou quoi, et que vous voyez des questions précises, n'hésitez pas à y répondre en commentaire, hein, c'est public, c'est là pour ça. Et puis écoutez, on s'arrête là, on vous souhaite une bonne journée et on vous dit peut-être à très vite. Ciao ciao.
On m'avait déjà envoyé vers une orthophoniste, mais on m'avait dit que non. Et puis après, par le parcours que j'ai pas été à l'école. Donc en fait, ça se voyait pas. Comment quoi. ça, t'as pas été à l'école? Elle te balance ça comme ça. Comment ça, t'as pas été à l'école? La fille, elle est en master, elle te dit j'ai pas été à l'école. En fait,